vous avez dû gérer ce problème grave qui risque de coûter une pollution majeure sur les côtes françaises. Vous allez nous donner les dernières informations que vous avez, François de Rugy, sur le naufrage du Grand America, ce navire de commerce italien qui a coulé au large des côtes françaises du Finistère. Est-ce que vous avez des informations ce matin, après cette nuit, à nous donner? Alors, par rapport à ce que nous savions hier soir, c'est-à-dire la présence de cette nappe d'hydrocarbures qui s'étend sur plus de 10 km de long, plus d'1 kilomètre de large, qui sans doute s'est encore un peu disloquée pendant la nuit compte tenu des conditions météorologiques qui sont très mauvaises. Nous sommes dans une circonstance de tempête d'hiver, donc le vent souffle fort, les vagues sont de 4 à 6 mètres, donc ça a tendance évidemment à se disloquer. Nous allons faire ce matin des reconnaissances aériennes, car c'est la seule façon de mesurer l'étendue d'une nappe d'hydrocarbures. Nous verrons ainsi si la nappe, si je puis dire, continue à être nourrie par une fuite de On est face à une marée noire. Est-ce qu'on est face à une marée noire? Nous sommes face à une pollution aux hydrocarbures, au pétrole, qui va sans doute se transformer par des boulettes, par des petites nappes, par cet effet de dislocation. Il faut dire la vérité, qui viendra forcément tôt ou tard sur nos côtes. Le vent est orienté à l'ouest et tendanciellement il est toujours orienté à l'ouest. Si le vent continue d'être orienté à l'ouest. Donc ça pousse vers les côtes de Charente-Maritime, de Gironde. Moi, je préfère que, d'ailleurs, on se prépare sur une portion assez large du littoral, c'est-à-dire ça peut aller peut-être jusque dans les Landes, comme ça peut remonter au nord jusqu'à la Vendée. Et nous estimons, ce sont des systèmes de modèles de prévision, ce n'est pas sûr à 100%, bien sûr, que ça pourrait arriver dimanche ou lundi sur nos côtes. Et moi, encore une fois, j'ai préféré, dès hier soir, dès que nous avons eu l'information sur cette nappe de pétrole, le dire. Nous commençons d'ailleurs avec le préfet maritime, qui dirige les opérations depuis le début, à préparer également des moyens à terre dans les départements concernés avec les préfets des départements concernés. On parle de quel volume? On parle de fuel essentiellement? Alors, quel volume? On est sur des gros volumes ou pas? Le produit, c'est le fuel dit fuel lourd qui est utilisé dans ces navires pour alimenter les moteurs, tout simplement, car ce navire n'était pas un pétrolier, c'était un navire qui transportait des camions, des voitures, comme un car ferry en quelque sorte, et puis des conteneurs sur le dessus. Certains conteneurs d'ailleurs se sont décrochés lors du chavirage du navire avant qu'il ne coule. Et là aussi, nous sommes à la recherche de ces conteneurs pour voir s'ils ont coulé eux aussi ou s'ils flottent et s'ils présentent un danger. Dans ces conteneurs, il y a 45 conteneurs qui sont avec des matières dangereuses. Quelles sont ces matières dangereuses? Alors, il y a en effet des transports de produits chimiques. Il y avait de l'acide chlorhydrique ou de l'acide sulfurique. On pense que la plupart des conteneurs et de leurs produits ont brûlé dans l'incendie, puisque l'incendie était justement localisé sur la partie avant du navire, là où il y avait les conteneurs. Mais malheureusement, comme personne n'a pu monter à bord, à cause du danger justement que présentait cet incendie, le risque d'explosion, il n'y en a pas eu, mais il y avait ce risque très fort. Il y avait le risque d'inhaler des fumées extrêmement toxiques, donc c'est pour ça que personne n'a été envoyé à bord. Par ailleurs, les conditions de mer étaient très mauvaises, donc c'était très difficile. Donc à partir de là, c'est la recherche aérienne dans un premier temps qui permet de repérer s'il y a des conteneurs qui flottent et par ailleurs aussi de repérer la nappe de pétrole qui, encore une fois, peut être alimentée si les soutes du navire continue à fuir. Il faut tout dire, le navire est parti de Hambourg avec 3000 tonnes de fuel. Il avait fait le plein, en quelque sorte. On considère qu'il en a consommé 800 environ pour faire la route qu'il avait faite. Donc, il en reste 2200. Une partie va sans doute rester piégée dans les soutes du navire qui, si elle ne se fissure pas, donc cela restera au fond. Mais une partie a commencé à fuir, c'est ce que nous voyons à la surface. Est-ce que ce navire était une poubelle ? Non, c'était un bateau qui avait plus de 20 ans, ce qui commence à être un certain âge, mais ce qui n'est pas considéré comme hors d'âge pour un navire de commerce. Il a été construit en 1997. Il avait fait l'objet d'un contrôle approfondi en Grande-Bretagne et à ce moment-là, il y a quelques années, on avait demandé à l'armateur de faire un certain nombre de travaux, ce qui avait été fait. Pardon, dans l'actualité qui est très chargée, il y a aussi 4 ONG aujourd'hui qui déposent un recours contre l'État, contre son inaction en matière climatique, dont la fondation de Nicolas Hulot. Vous comprenez ce recours ? Je comprends qu'on ait envie d'agir plus vite, plus fort et d'aller plus loin en matière de lutte contre l'effet de serre, contre le dérèglement climatique. Je suis le premier à le vouloir. Le président de la République l'a dit aussi la semaine dernière quand nous étions dans les Alpes de Haute-Provence dans le cadre du grand débat, un grand débat consacré à l'écologie avec notamment de nombreux jeunes, collégiens, lycéens. Après, le fait d'aller au tribunal
Moi, je l'ai déjà dit, ce n'est pas au tribunal, dans aucun tribunal, on ne réduira les émissions de gaz à effet de serre. L'enjeu, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et une des associations s'appelle Notre Affaire à tous. Et c'est bien notre affaire à tous. C'est bien sûr une affaire très politique, partout dans le monde. Et il n'y a pas plus politique comme action que celle sur le climat, mais c'est l'État, les collectivités locales, les entreprises et chacune et chacun d'entre nous qui pouvons contribuer, qui devons être entraînés dans ce mouvement. C'est vraiment comme une mobilisation générale, presque comme une guerre en quelque sorte, en temps de paix bien sûr, mais une guerre contre le dérèglement climatique. Samedi, une marche sur le climat. Est-ce que c'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de reporter à la semaine prochaine ou dans 2-3 semaines la présentation de son projet de loi sur l'énergie? Est-ce que vous vouliez laisser passer cette vague de protestation? Le projet de loi sur l'énergie, bon, c'est pas la grande loi sur l'énergie parce que nous nous situons dans le cadre de ce qui a été décidé en 2015 en même temps que la conférence mondiale de Paris sur le climat. Nous allons expliquer et expliciter ce que nous appelons la neutralité carbone. C'est le concept sur lequel les accords internationaux sont fondés, dont l'accord de Paris de 2015. Et il faut dire à celles et ceux qui nous regardent, c'est extrêmement ambitieux, puisque le but, c'est d'avoir des émissions de CO2 qui soient inférieures à ce que la nature, nos forêts, en France, est capable d'absorber. Donc vous vous rendez compte qu'il faut vraiment que ce soit des émissions de CO2 résiduelles, en quelque sorte. On ne compte pas sur d'autres pays, on ne compte pas sur le fait de stocker du carbone dans le sous-sol, ou que sais-je encore. Donc ça veut dire quasiment diviser par 8 nos émissions de CO2 d'ici 2050, alors qu'avant on était surdivisé par 4. Donc nous avons entendu le fait que certains ne comprenaient pas bien ce qu'on voulait dire quand on disait neutralité carbone et pouvaient se dire c'est un peu flou. Voilà un exemple concret. Et bien alors, cette taxe carbone Moi, je continue de penser que c'est un bon outil et efficace pour réduire les émissions de CO2. On dit parfois décarboner l'économie. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Au gouvernement là-dessus. Moi, je défends cela en disant clairement les choses. On a entendu ce que les Français ont dit. Cette taxe carbone, il faut savoir où va la recette. Est-ce qu'elle va vers la transition écologique? Est-ce qu'elle va vers l'aide, les subventions aux investissements? Est-ce qu'elle va vers les transports en commun? Voilà, vers les énergies renouvelables. Vers l'aide aussi aux Français, l'accompagnement social. Et nous le faisons, le chèque énergie, la prime à la conversion pour changer de voiture avec une prime qui est doublée pour les ménages les plus modestes. Donc ça, il faut être clair là-dessus et il faut tirer les leçons. Et puis, il faut avoir un mécanisme qui dit si jamais les prix du pétrole augmentent, on est capable de stopper, voire de baisser la taxe pour y faire face. À l'instant, Yannick Jadot, qui est tête de liste d'un parti que vous connaissez bien, Europe Écologie Les Verts, il dénonce sur une autre radio le laxisme des pouvoirs publics sur la question du commerce maritime. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut éviter les catastrophes à répétition? Est-ce que l'État, en l'occurrence, aurait pu éviter cette catastrophe? Écoutez, l'État ne peut pas éviter qu'un incendie se déclare à bord d'un navire. Enfin, là, je ne sais pas de quel laxisme M. Jadot parle. Nous avons une action qui est extrêmement déterminée pour la sécurité maritime. Vous savez, les leçons de l'ERICA, qui était il y a 20 ans, c'était en 1999, c'était un pétrolier à l'époque, je le rappelle, hein, on était sur un pétrolier qui avait plusieurs dizaines de milliers de tonnes de fuel qui s'échappaient. Là, nous sommes heureusement sur quelque chose de plus circonscrit. Nous avons fait des routes maritimes séparées, surveillées de façon très stricte. Dès qu'un navire sort du rail, on appelle ça le rail d'Ouessant, par exemple, à l'entrée dans la Manche en France, eh bien, immédiatement, les navires sont sommés de revenir dans le rail de navigation, ou alors nous avons des mesures coercitives. Nous avons des contrôles renforcés. Nous avons eu Tout le monde joue le jeu en Europe. En Europe, tout le monde les pays. joue le jeu. Il n'y a pas des pays qui le jouent plus que d'autres, des pays qui sont moins impliqués. Il y a des pays où les contrôles sont peut-être un peu moins stricts, mais à partir du moment où on vient dans un port européen, dans un grand port européen, il y a des contrôles. Je rappelle par ailleurs que nous sommes actuellement en train d'imposer au transport maritime international, en tout cas tous les navires qui viendront dans les ports européens, de changer de motorisation pour ne plus utiliser ce fioul lourd. C'est à la fois un enjeu par rapport au climat, mais c'est aussi un enjeu par rapport à la sécurité maritime. On aura demain des bateaux au gaz naturel liquéfié, donc où le risque de pollution ne sera plus du tout le même.